Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce débat exceptionnel, ce débat spécial enregistré ce dimanche après-midi à l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion du 21e Maghreb des livres. C'est une manifestation qui attire un monde fou. La Tunisie est à l'honneur cette année. Nous avons choisi un débat d'actualité, c'est le débat sur le terrorisme, les intellectuels maghrébins face au terrorisme, face à l'islamisme. On a compris maintenant que ces intellectuels sont des cibles de choix pour les djihadistes, pour les islamistes. Ce n'est pas d'hier. L'Algérie a traversé 15 ans de guerre civile, donc elle a déjà été confrontée à la question. Maintenant, c'est un terrorisme qui s'est mondialisé. Depuis le 7 janvier, nous savons que nous sommes tous potentiellement devenus des cibles. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est donner la parole aux intellectuels maghrébins dont on dit souvent, dont certains, même parmi eux, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'ils ne s'expriment pas suffisamment. Il y a de la peur, pour certains il peut y avoir de l'indifférence, mais il y a surtout de la peur, évidemment, et une mise en retrait, qui est dénoncée d'ailleurs par Boualem Sansal, qui est présent dans ce salon. Et je voulais poser la question avec eux. Alors je vous présente les invités. Sophie Bessis, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, journaliste. Votre livre qui est présenté ici, c'est La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands. C'est publié aux éditions de La Découverte. Fouad Laroui, bonjour. Je précise, Sophie Bessis, que vous vivez à Paris. Vous êtes entre Paris et Tunis. Je suis entre Paris et Tunis, effectivement. Fouad Laroui, vous êtes entre la France et les Pays-Bas. Et vous êtes romancier. Votre dernier livre s'appelle Les tribulations du dernier Sigil Massi. On est dans une problématique qui n'est pas très loin. C'est l'histoire d'un homme qui décide d'abandonner son mode de vie occidentalisé. Et de revenir aux sources. Voilà, pour revenir aux sources. Mais il y a quelques années, vous aviez publié un livre que j'ai aussi ici, De l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux. Voilà. À ma gauche, Fatih Ben Slema, qui est psychanalyste. Le titre de votre livre qui est absolument passionnant, c'est La guerre des subjectivités en islam. C'est un recueil de plusieurs textes en fait. Guerre de subjectivité, c'est bien effectivement de cela dont il s'agit. Et puis Edouard Ben Malek, vous êtes écrivain algérien. Votre dernier roman s'appelle Tu ne mourras plus demain. Vous aussi, comme Kamel Daoud, qui devait participer à ce débat, avez été victime d'une fatwa lorsque vous viviez en Algérie. Et vous avez décidé de quitter l'Algérie. Vous vivez maintenant à Paris. Je remarque ici que aucun de vous, malgré vos qualités importantes, aucun de vous ne vit en permanence dans un pays du Maghreb. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce type de position si on vit en Algérie, si on vit en Tunisie ou si on vit au Maroc? Vous savez, je pense que vivre en Algérie impose, vivre en Algérie, vivre en Syrie, vivre en Irak impose évidemment des réactions de prudence élémentaires, je veux dire. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'Algérie, elle, a payé le prix fort. Je veux dire, beaucoup d'intellectuels sont morts. On oublie qu'il y a eu plus de 200 000 morts en Algérie, dont plus d'une centaine de journalistes, beaucoup d'intellectuels, etc. Donc l'Algérien intellectuel, quand il parle, il sait le poids des mots. Ces mots-là peuvent lui valoir d'être tué, etc., etc. Et il faut remarquer qu'il y a eu peu de solidarité de la part de l'environnement, des autres pays, etc., etc. Donc, en même temps, bon, ce qui s'est passé en Algérie, évidemment, on voit aussi une continuation en France avec l'attentat contre les journalistes. On le voit malheureusement dans une ampleur extraordinaire avec Boko Haram et Daesh, etc. Je pense que maintenant, être intellectuel, quel que soit le pays où vous êtes, vous met en danger et que donc maintenant, il faut assumer sa responsabilité. Sa responsabilité est de dire que l'islamisme et le terrorisme islamique, en fait, est un des ennemis principaux du monde arabe, du monde musulman et aussi du monde occidental, pris dans sa globalité. Je voudrais simplement citer une phrase issue d'une des tribunes de Kamel Daoud. On ne peut pas dire qu'il manque de courage. Hein. On ne peut pas dire que ce soit un intellectuel qui manque de courage. Mais voici ce qu'il dit dans une de ses dernières chroniques. Il dit « J'aurais voulu être bolivien parce que parler en France pour un Algérien est difficile. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une certaine réticence de la part d'un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui à parler sur les médias français. Parler en France est difficile. Règle numéro 1, dit-il, on ne dit pas en France ce qu'on dit entre nous sur l'Algérie. Règle numéro 2, notre âne est meilleur que leur cheval. » Kamel Daoud a beaucoup d'humour, je veux dire.
Mais bon, l'humour déplaît beaucoup aux ennemis de la liberté d'expression. Je veux dire, l'humour est considéré comme une insulte profonde. Je veux dire. Et en même temps, il faut garder cette liberté de dire ce qu'on pense, parce qu'on l'a gagné, en Algérie en tout cas, on l'a gagné durement. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, malgré tout, le discours reste libre, dans une certaine mesure, je veux dire. Ce que nous considérons comme une liberté d'expression en Algérie, ici peut être considéré comme quelque chose de modeste. Et le changement est extraordinaire. Par exemple, le mot laïcité peut être considéré par certains milieux comme étant une provocation insoutenable. On va y venir au sujet de la laïcité tout de suite. Je veux qu'on reste d'abord sur la perception globale de la liberté d'expression. Fouad Laroui, votre avis, vous ai dit, vous êtes entre Paris, les Pays-Bas. C'était un choix, l'exil aussi pour vous? Je ne parlerai pas d'exil, c'est plutôt un choix personnel d'aller vivre à Amsterdam. Je pourrais vivre au Maroc sans problème. On peut vivre en tant qu'intellectuel au Maroc, on peut dire beaucoup de choses. Le problème, c'est toujours les imams. Il y a toujours un imam dans son coin, un imam fou, un imam meurtrier qui peut prononcer une fatwa. On sait que ça n'a aucune importance au fond, mais ça peut devenir dangereux. Il y a encore récemment, la semaine dernière, il y a un penseur marocain, un intellectuel laïque qui a été l'objet d'une fatwa. Bon, il faut vivre avec. Sophie Bessis. Moi, je crois que c'est très important de pointer aussi la responsabilité des gouvernements non islamistes ou anti-islamistes dans cette rétraction de la liberté d'expression. Je vais vous en donner 2 ou 3 exemples. Vous pensez qu'on demande trop aux intellectuels maghrébins? Non, pas du tout, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tous les pouvoirs dans le monde arabe instrumentalisent l'islam et le discours radical à leur profit. Et qu'aucun pouvoir n'offre aux populations un discours structuré, alternatif au discours de l'islam radical. Quelques exemples. Après Charlie, le chef de l'État mauritanien, il y a à peu près une semaine, a condamné les caricatures dans Charlie et a prononcé la phrase suivante que je cite pratiquement avec des guillemets. Pour nous, l'islam est plus important que la démocratie et la liberté. Vous pouvez garder votre démocratie et votre liberté. Et un Mauritanien, pour insulte à l'islam, a été condamné à mort tout à fait récemment par un gouvernement qui, par ailleurs, combat les islamistes. C'est pas très loin de ce qui est dit dans la dernière vidéo de l'État islamique. Hein. En Égypte, votre religion, c'est la démocratie. Nous, on en a une autre. En Égypte, le maréchal Sissi, qui a déclaré hors la loi le mouvement des frères musulmans, a dit il y a quelques mois que la lutte contre l'athéisme était une priorité du pouvoir égyptien. Vous entendez bien, là également, je cite. Il dit aussi qu'il faut révolutionner l'islam. Bien entendu. Mais comment voulez-vous que des paroles de liberté puissent émerger quand les pouvoirs, et je parle bien des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs islamistes, et qui sont même des pouvoirs anti-islamistes, ont une révérence vis-à-vis de l'islam institué et flirtent avec le discours radical parce que, en fait, leur peur la plus importante est la peur de la liberté davantage que la peur de l'islam. Et ça, je crois que c'est très important à prendre en compte. Fouad Laroui, vous êtes... Je suis d'accord, bien sûr, avec l'analyse que fait Madame Bessis, mais il y a quand même une différence entre les proclamations, par exemple, de Sissi et ce qu'on fait réellement sur le terrain. Vous savez comme moi que si un dirigeant arabe arriver à la radio en disant je suis athée, je suis agnostique, c'est impossible. Donc il est bien obligé d'une certaine façon de ruser. Et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le résultat sur le terrain. Il peut proclamer ce qu'il veut à la télévision. Même un dictateur comme Bachar al-Assad, au moins on pouvait être ce qu'on voulait, on avait la liberté de conscience, on pouvait être chrétien. Pas de conscience. De conscience, c'est-à-dire on a le droit de penser ce qu'on veut. Pas dire. Donc il faut faire quand même la différence entre ceux qui suivent leur peuple, parce que les peuples sont profondément conservateurs dans les pays arabes. C'est ça le vrai problème. Et donc, ils suivent leur peuple par les paroles, mais ils installent un régime où on a le droit quand même au moins de penser ce qu'on veut. Et ça, c'est une différence avec, par exemple, le Mauritanien qui, en fait, lui, effectivement, ce n'est pas seulement les paroles, mais aussi les actes qui suivent. Je vous rappelle juste encore une chose, que après la révolution tunisienne, 2 jeunes gens ont été condamnés à 7 ans et demi de prison
pour insulte à l'islam parce qu'ils avaient tenu sur leur blog ou sur leur page Facebook des propos irrévérencieux vis-à-vis du prophète. Donc je crois que les intellectuels dans le monde arabe aujourd'hui ont à se battre sur deux fronts. Et se battre sur deux fronts, c'est très difficile. Contre l'islam radical, contre l'islam politique et à la fois contre les pouvoirs qui n'ont pas de position claire et qui n'instituent pas, si vous voulez, de terrain qui puisse permettre de construire des discours alternatifs. Et donc les discours alternatifs peut-être aussi sont des discours solitaires. Peut-être aussi, doivent-ils aussi faire face à un reproche qu'on peut leur faire d'être trop occidentalisés, de pactiser un peu avec les anciennes puissances coloniales, etc. Non, mais ça Fatima Nsema, est-ce qu'on n'est pas au cœur de cette problématique des guerres de subjectivité là? Oui, bien sûr. Nous sommes dans une guerre civile à l'intérieur du monde musulman qui fait rage depuis 40 ans au moins et qui franchit de plus en plus des étapes très importantes. Mais moi, je pense que le plus scandaleux, c'est de dire des intellectuels occidentalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un monde... On va dire athée, par exemple, puisqu'on a bien compris que se dire libre penseur, se dire même favorable à une certaine liberté de blasphème, c'est quelque chose qui est très difficile à dire dans un pays arabe. Il y a des choses qui sont, par exemple, ce qu'on appelle... voire impossible, quand je dis très difficile. Oui, la liberté de conscience. C'est même un délit dans certains pays. En Algérie, la liberté de conscience, qui est vraiment un principe qui existe d'ailleurs d'une manière sporadique à l'intérieur du texte coranique lui-même, puisqu'il est dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Bon, comme le dit Sophie, les États, sauf quelques exceptions, peut-être en Tunisie aujourd'hui, la liberté de conscience est reconnue dans la Constitution, eh bien, ils ne profitent pas des aspects qui peuvent offrir un fil pour ouvrir aux libertés qui existe. Je ne dis pas qu'il y a la liberté de conscience en tant que telle dans le texte coranique ou dans l'islam, mais ils pourraient dérouler quelque chose à partir de là sans se renier, mais ils ne le font pas. Et tant que le principe de la liberté de conscience n'est pas affirmé en tant que principe sacré, aussi sacré que la vie, et que chaque fois qu'il y a un imam sporadique qui se lève pour condamner, faire une fatwa, on considère comme un acte pénalisable, ou d'ailleurs l'appel au djihad, c'est la même chose, appeler au djihad. Avant, ça relevait d'une autorité d'appeler au djihad. En fait, on parle de l'institution religieuse de l'islam, mais elle est dans un état aujourd'hui de décomposition, précisément. Elle s'est radicalisée, bien sûr, mais elle n'a plus cette autorité-là qu'elle avait avant. Maintenant, n'importe qui peut s'improviser imam, n'importe qui peut faire une fatwa, n'importe qui peut appeler à tuer, et on regarde, mais y compris dans les pays occidentaux. Il y a des choses qui ne sont pas... Je veux dire, c'est quand même, quand quelqu'un appelle au djihad, il appelle à la guerre, tout simplement. Je vais encore citer Kamel Daoud, j'aime pas trop citer les absents, mais je vais quand même le citer sur la difficulté, effectivement, d'être un intellectuel arabe aujourd'hui. Il dit c'est une lente agonie. Les attentats ont presque... Il parle des attentats ici. Les attentats ont presque toujours votre nom ou votre prénom. Juste un bémol, un intellectuel du monde arabe. Tous les intellectuels du monde arabe ne sont pas des intellectuels arabes. Première chose, moi je voudrais prolonger un peu ce qu'a dit Fethi sur deux choses. D'abord, dans l'islam institué, quelles que soient les modalités de son institution, dans l'islam institué, on combat aujourd'hui Daesh avec le même logiciel. Il y a une semaine ou un peu plus, le Cheikh de l'Azhar, la plus grande autorité de l'islam sunnite, l'université Al-Azhar du Caire, a dit que les dirigeants et les combattants de Daesh méritaient l'amputation, la crucifixion pour être en dehors des clous de son islam. C'est exactement le même logiciel que Daesh. Et ça, tant que les autorités de l'islam institué ne changeront pas de logiciel, c'est très important. Est-ce que c'est ce logiciel-là, puisqu'on ne peut pas dire que ce sont des islamistes, est-ce que c'est ce logiciel de l'islam qui a un problème? Ça revient à poser la question de savoir si c'est pas l'islamisme et le terrorisme et le djihadisme, il n'y a pas une filiation avec l'islam, avec le Coran. L'islam a changé depuis 40 ans. Je ne veux pas dire pour autant qu'il y a 40 ans, l'islam était une religion progressiste, laïque et acceptant l'athéisme. Mais sous l'œil complice du monde entier, dirais-je, et ça c'est encore quelque chose qu'il faut étudier,
l'islam a été profondément wahhabisé depuis le début des années 70. Et que donc, le logiciel de l'islam wahhabite n'est pas le logiciel, dirais-je, de l'islam anti-wahhabite. Et voilà une secte radicale dans l'islam, marginale dans l'islam sunnite jusqu'aux années 70, qui est devenue la modalité dominante, hégémonique de l'islam sunnite contemporain. Y compris dans les pays du Maghreb qui n'avaient absolument rien à voir Il y a une wahhabisation incontestable. Il y a quand même j'allais dire un bal des menteurs dans cette situation actuelle. Par exemple, on parle de liberté d'expression. Prenez le cas de l'Arabie Saoudite. Il y a un blogueur qui est condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet. Ça devrait soulever l'indignation internationale. Or, le roi d'Arabie Saoudite meurt et tout le Gotha international se précipite. Bah oui. Obama en premier lieu. Bah oui. Je veux dire que là, devant un danger aussi important, on a beau jeu de dénoncer évidemment le comportement indigne des dirigeants arabes. Je veux dire, dirigeants algériens, marocains, tunisiens, enfin, tous ces dirigeants-là qui n'ont pas de mots devant, par exemple, ce qui se passe, par exemple, en Syrie, en Irak avec Daesh, ou, encore plus terrible probablement, ce qui se passe avec Boko Haram. Moi, j'ai compté, et ce bal des menteurs, il a lieu même, par exemple, dans un pays comme la France. J'ai compté, montre en main, le jour, par exemple, du massacre des 2000 à 3000 personnes par Boko Haram, le temps consacré par une grande radio nationale en France, 40 secondes. 40 secondes pour un massacre de près de 3000 personnes. En réalité, il n'y a pas de mobilisation internationale. On n'a pas pris conscience du danger. Et puis, l'essentiel du danger, il faut le dire, touche le tiers-monde. Ce qui fait qu'il y a une espèce on se dit, si on peut faire une politique de containment, c'est-à-dire faire en sorte que le danger ne dépasse pas, alors la situation est Merci, on va marquer une pause. C'est acceptable. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de ce débat enregistré ici au Maghreb des Livres. Et je vous demanderai de vous positionner par rapport à cette, je ne vais pas dire une idée reçue, mais enfin cette prise de position qu'on entend ici ou là, de dire c'est d'abord aux musulmans, c'est d'abord aux arabes de se prononcer et de réformer leur propre société. On a entendu ça au moment notamment de la manifestation du 11 janvier et on a été un peu déçus. On se retrouve après un bref rappel de l'actualité ici à l'Hôtel de Ville de Paris. À tout de suite. Éléphants qu'il avait emporté. On vous tient au courant, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 20 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure. Retour sur le plateau du débat de France 24, ici à l'Hôtel de Ville de Paris, à l'occasion du Maghreb des Livres, 21e édition, avec les invités, avec Fouad Laroui, avec Sophie Bessis, avec Fatih Ben Slema, avec Anouar Ben Malek. Je vous disais avant la pause, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ces appels très directs. Certains ont même dit que c'était des injonctions. Envers les musulmans de France, ou on va dire les Français d'origine maghrébine ou les Français musulmans, peu importe comment on les appelle, en disant c'est à vous de vous manifester, c'est à vous de venir manifester en tant que tel, en tant que musulman. Est-ce que vous voyez ça comme un geste de générosité, au fond une main tendue en disant vous êtes parmi nous, vous êtes des Français, montrez-vous, venez, descendez, ou au contraire une sorte d'assignation à résidence de leur identité musulmane que certains peut-être ne revendiquent pas, peut-être qu'ils se définissent comme athées, peut-être qu'ils se définissent comme simplement de culture musulmane. C'est pas la même chose de dire musulman ou intellectuel du Maghreb ou maghrébin. Moi, je ne veux pas qu'on m'interpelle comme musulman. Pour quelle raison? Pourquoi? Je ne parle pas à partir de mon être supposé musulman. Je suis psychanalyste, enseignant à l'université. Et qu'on me rapporte au Maghreb, je suis d'accord, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, je trouve très dangereux d'interpeller des citoyens français ou du Maghreb ou algériens en tant que musulmans. Je trouve ça d'une gravité extrême. Et je voudrais ajouter quelque chose qu'a dit tout à l'heure Sophie Bessis sur les deux fronts entre lesquels se trouve l'étau dans lequel sont insérés les intellectuels.
ce n'est pas seulement les islamistes et ce n'est pas seulement les gouvernements, c'est un langage des médias en France, un certain langage il devient très courant d'être dit, moi on m'a dit vous êtes psychanalyste musulman. Mais ça a commencé il y a quelques... Faut peut-être pas faire d'amalgame aussi entre les médias. On dit pas d'amalgame, pas d'amalgame entre les médias. Non, mais autre chose. Certains intellectuels et même je dirais chercheurs français sont complaisants vis-à-vis des islamistes et ils sont toujours avec eux. Ils les soutiennent. Bon, je voudrais juste... C'est le troisième front. Moi, je pense à quelqu'un, je vous fais réagir parce que vous parlez des complaisances. J'ai lu qu'Emmanuel Todd, par exemple, disait « blasphémer l'islam, c'est humilier les pauvres, les faibles ». Oui, alors là, il y a... Qu'est-ce que vous pensez de ce type de... Il y a un rapprochement qui, à mon avis, relève de l'imposture intellectuelle, mais qui n'est pas si nouveau que ça. L'islam étant la religion des opprimés, l'islam étant une religion dont la plus grande partie des adeptes se trouve au sud du monde, on fait un syllogisme tout à fait faux. Si ces adeptes se trouvent au sud du monde, donc du fait colonial, l'islam est la religion des opprimés. Donc les musulmans seraient la nouvelle classe ouvrière du monde contemporain. Et vous avez une partie de l'extrême gauche européenne au Forum social européen de 2004 à Londres. C'était la position officielle des trotskistes anglais. L'islam est la religion des opprimés. Nous sommes avec les musulmans par solidarité de classe. Évidemment, c'est une imposture totale dans la mesure où l'islam est une religion transclasse, comme toutes les religions. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que le verre est aussi dans le fruit, parce que là, en 2004, c'était les trotskistes anglais. Aujourd'hui, c'est un grand intellectuel comme Emmanuel Todd. Est-ce que dans ce cas-là, vous prenez les chiites du Golfe comme des pauvres? Voilà, que je sache, les chiites du Golfe sont des musulmans. Donc, je trouve que l'argument est totalement irrecevable. Fouad Laroui. En même temps, il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans. Un autre aspect de cette question, qui est posé depuis une quinzaine d'années en fait, c'est de temps en temps on nous dit mais pourquoi les intellectuels originaires de pays arabes, etc., ne prennent-ils pas la parole, etc. Il y a une dizaine d'années, dans Valeurs Actuelles, un député français célèbre, grand urologue, avait écrit un article à mes amis maghrébins, pourquoi ne parlez-vous pas? Je venais de publier un livre contre l'islamisme qui était publié chez Robert Laffont, donc pas chez un petit éditeur de province que personne ne connaît. Et j'ai envoyé une lettre à ce député qui m'a répondu très courtoisement en lui disant il y a un livre qui est publié à 300 mètres de l'Assemblée nationale. Et quand j'ai publié ce livre, j'ai eu droit, je ne vais pas dire que c'est la faute des médias, ce n'est pas ce que je veux dire, je vais être très clair. J'ai eu droit cette année-là à 2 radios en France. La même année, Tariq Ramadan a eu 250 radio ou télévision en France. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on veut parler d'islam, quand quelqu'un se présente d'un point de vue agnostique, universaliste, etc., on dit, il est bien mignon lui, mais il représente personne, etc. Et on finit toujours par prendre Tariq Ramadan au téléphone. Et ça, c'est réellement un problème. C'est pour ça qu'à chaque fois, maintenant, quand on veut nous faire parler, on dit « Ah oui, on va parler avec un psychanalyste musulman, un truc comme ça. » Parce que c'est comme si on ne pouvait pas être autre chose que ça. Réellement, c'est un problème. C'est-à-dire, il faudrait dire aussi, on reproche par exemple aux intellectuels maghrébins de ne pas parler, mais c'est que souvent, on ne veut pas nous entendre. Je veux dire, moi et Fouad, écrivons des textes, etc. Mais vous n'êtes pas glamour, je veux dire, pour la télé. Moi, on m'a téléphoné une fois, qui venait de sortir un livre sur l'intégrisme, Chronique d'Algérie amère. Une grande télé me téléphone en me disant « Monsieur, vous êtes islamiste ?» Alors, j'ai dit « Non, vous vous trompez de client. » Et puis, je sens la déception de la personne. Et il me dit « Je vous assure, elle a eu le culot de me dire « Est-ce que vous avez eu une personne tuée dans votre famille ?» J'ai dit non, j'ai eu cette chance-là que il y dans a un Algérie. célèbre livre d'Edouard Baird, ce grand journaliste américain, qui s'appelait « Est-ce que quelqu'un ici a été violé par l'anglais ?» C'est un peu la même chose. Hein. Oui, mais cette volonté aussi de ne pas considérer la parole des intellectuels et de leur reprocher ensuite, c'est quelque chose de très courant. Il y a une raison à ça. La raison, c'est qu'on préfère avoir, en fin de compte, et tous les discours convergent vers ça, constituer une sorte d'ennemi qui s'appelle le musulman ou l'islam, et c'est avec lui qu'on va discuter plutôt que les autres, ça ne tombe pas dans ce côté-là, et ils sont trop nuancés,
trop, voilà, il raffine trop les choses, on perd. Il nous ressemble trop. Il nous ressemble trop. Ressemble trop, tout à Et fait. donc, voilà, on a besoin d'avoir véritablement. Oui, mais Mais moi, attendez, je voudrais- là, oui. Pour continuer sur ce que dit Fouad là, oui, cette question il nous ressemble trop. C'est-à-dire que le problème des intellectuels issus du monde arabe et musulman, modernistes, qui essayent d'apporter des critiques aux sociétés et à l'idéologie de l'islam politique, ils ne sont pas assez autres. Et que donc, dans le contexte actuel de confessionnalisation de toutes les pensées, de tous les discours, d'injonction identitaire, il faut qu'il soit totalement Non, mais autre. Sophie Donc Bessis, il doit être... c'est peut-être aussi le fait que là, on a un débat dans un salon littéraire. C'est peut-être aussi le fait que c'est valable pour les intellectuels maghrébins, mais pour tous les intellectuels. Les intellectuels sont une minorité. Si on Mais veut toujours dans avoir le monde entier, dans le monde et- entier. et si on veut avoir En France aussi. si on veut avoir un peu l'idée de ce que ressent le peuple, je discutais tout à l'heure avec un intellectuel maghrébin qui lui vit en Algérie. Je ne donnerai pas son nom. On pourrait peut-être le reconnaître. Et je lui ai dit quelle a été la réaction de la rue en Algérie après les attentats contre Charlie Hebdo. Il a dit grande majorité indifférente et quand même une forte minorité franchement Oui. sympathisante avec les frères Oui. Kouachi. Oui. Voilà, ça c'est la réalité voilà, qui est quand même très différente d'une minorité d'intellectuels. C'est peut-être Mais tout simplement ça. Je vais vous raconter une anecdote. C'était il n'y a pas très Mais il y a- Voltaire il y a pas- était minoritaire. Hein. Il n'y a pas Bien très sûr, longtemps. c'est ce que je dis, tous les intellectuels. Une intellectuelle tunisienne, moderniste, était dans un débat avec une intellectuelle espagnole plutôt sympathisante de l'islam politique. La seconde, l'européenne, dit à l'intellectuelle tunisienne, vous n'êtes pas représentative de votre société. Et l'intellectuelle tunisienne répond, est-ce que je demande à un intellectuel français ou espagnol, quand je parle avec lui, s'il est représentatif de sa société? Pourquoi demandez-vous toujours aux intellectuels du Sud d'être représentatifs de leur société? Aucun intellectuel, nulle part au monde, n'est jamais représentatif de sa Il y société. a autre chose par Et rapport ça, à la, c'est à la quelque phrase chose- tout à l'heure de dire il ne faut pas blasphémer parce que c'est la religion du. C'est insulter ou c'est humilier les faibles. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Emmanuel Emmanuel Todd. Todd. C'est vraiment malheureux qu'un type aussi intelligent puisse dire ce genre de choses. Parce que et si on disait que l'extrême droite, le Front National, est aussi l'idéologie des pauvres aujourd'hui, alors il faut la respecter, tout à fait. il ne faut pas la critiquer, allons-y. Si on va sur ce terrain-là, ça peut aller très loin. Voilà, on va dire, il nous ressemble trop. Les intellectuels maghrébins sont libres penseurs, acceptent le droit au blasphème. La difficulté, c'est de tenir ce discours, nous, Français, en plus Français vis-à-vis de d'autres pays occidentaux qui n'ont pas cette tradition Et je crois qu'il y a du une droit au blasphème. Est-ce que, par exemple, quand on découvre, en lisant Libération, j'ai découvert, par exemple, qu'au lycée Averroès, un lycée qui a été porté au nu, il n'y a aucun livre d'Averroès à la bibliothèque. Par contre, il y a des livres de Tariq Ramadan. C'est quand même un problème, non? Sophie, ça tombe très bien. Je viens de publier cette année un livre sur Averroès, justement, aux presses universitaires d'Avignon. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas enseigner Averroès dans un lycée musulman parce qu'on devrait enseigner forcément un point de vue agnostique Rationnel, sur le monde, oui. mais plus que rationnel, agnostique. Et ça ne m'étonne pas, mais ça rejoint, je vais être très rapide, ça rejoint ce que vous venez de dire. Vous disiez, oui, mais les intellectuels, il faut savoir aussi ce que les gens pensent, et vous avez parfaitement raison. Mais qui a la capacité d'analyse et d'explication? C'est l'intellectuel. Quand on demande toujours à des intellectuels islamistes, parce qu'il y en a, de venir nous parler de l'islam, c'est leur façon de lire l'islam. Alors que si on demande à un intellectuel originaire d'un pays du Maghreb, mais qui a une lecture, par exemple, psychanalytique, comme celle de M. Benslama, ou historico-critique, ce serait beaucoup plus intéressant. Si on venait parler de ce qu'a réellement dit Averroès sur les rapports entre la raison et la foi, ce serait 10 000 fois plus intéressant que toutes les banalités que raconte Tariq Ramadan. Et ça, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'il faut inviter des intellectuels et pas simplement des gens qui répètent le credo le plus bête et le plus banal, parce que c'est ça qu'on connaît. C'est difficile d'enseigner Averroès dans les lycées musulmans. C'est aussi difficile, il faut dire la vérité, de l'enseigner dans des lycées laïques. Parce que si un professeur de philosophie décidait de présenter Averroès comme ça, comme un grand intellectuel musulman, et peut-être qu'on lui objecterait qu'il n'a rien compris à l'islam ou qu'il défend une vision de l'islam, ce qui est arrivé à ce professeur de philo d'ailleurs. Moi, à Averroès. personnellement, je suis favorable, je veux dire, à l'imposition, je veux dire, du choc frontal. Les sociétés, par exemple, musulmanes, doivent commencer à accepter le fait
que la société n'a pas à être modelée entièrement par le fait religieux. Ça ne peut se passer que de manière frontale. Je veux dire, on doit commencer à pouvoir dire, par exemple, je suis agnostique, je suis libre penseur. Vous voyez comment on fait des synonymes pour ne pas dire directement, mais et le dire, il faut maintenant que les pays dits musulmans, je veux dire, trop rapidement dits musulmans, se positionnent aussi. Veulent-ils faire partie de cette partie de l'humanité qui avance, etc., pour dire les choses simplement, ou veulent-ils être petit à petit confondus dans une sorte de marécage, dont les extrêmes seraient Daesh, Boko Haram, etc. etc. Je veux dire, c'est un pays comme l'Algérie qui a souffert dans sa chair de cette lutte pour la liberté d'expression. Je veux dire, vous avez envie de pleurer quand vous voyez cette manifestation, pas très importante, mais quand même importante, de gens qui demandaient, qui étaient d'accord avec les terroristes de Koulibaly et compagnie. Je veux dire, ça, donc, ne plus hésiter, surtout cet argument de islam, religion des pauvres, je dis non. Les pauvres, il y en a partout. Et je veux dire, les pauvres n'ont pas à être assignés à une religion, n'ont pas à être, comment dire, essentialisés. Voilà, tu es musulman, donc tu es censé penser comme ça, etc., etc. Tu peux même être pardonné d'être un peu pour le terrorisme, même beaucoup pour le terrorisme. Non. Je veux dire, il est temps pour nous de dire, en tant qu'intellectuel, voilà, j'ai le droit de penser autrement. Comment expliquez-vous, Sophie Bessis a dit, c'est les ravages du wahhabisme, c'est une vision, c'est une conception de l'islam qui n'était pas celle particulièrement du Maghreb. Comment expliquez-vous qu'elle ait, au fond, eu autant de succès dans les pays du Maghreb, qui pourtant sont les pays arabes les plus proches de l'Occident, on va dire. Maghreb, ça veut dire Occident. Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, aujourd'hui, on fait croire qu'il y a le musulman. Ça n'existe pas. Il y a une telle diversité de ce qu'on appelle musulman, et il y a une guerre justement autour de ça. Qui va prendre le pouvoir et définir ce qu'est le musulman? Et l'Arabie saoudite est partie justement en finançant, on a donné un chiffre, 70 milliards de dollars depuis quelques dizaines d'années, pour imposer sa définition de ce que c'est que le musulman. C'est ça qu'il faut comprendre, que la guerre, ce n'est pas seulement le pétrole, les territoires, etc., mais ce que ça veut dire être musulman aujourd'hui. Il est impossible aujourd'hui de donner une définition de ce qu'est le musulman. Il y a une diversité qui a en même temps s'est amplifiée avec l'entrée dans la modernité. Vous avez des gens qui y croient de différentes manières, qui pensent que ce mot musulman, personne n'a le droit de le définir. Et c'est sur ça qu'il faut se battre aujourd'hui. Parce qu'on fait croire qu'il y a le musulman, mais ça n'existe pas, le musulman. Il y a des musulmans. Non seulement il y a des, mais c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, la guerre, elle a pour objet cela. Qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui musulman? Est-ce que la revendication, la réaffirmation de la laïcité qui a été au cœur de par exemple, la conférence de presse de François Hollande, en disant voilà, la réponse à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, c'est réaffirmer les valeurs de la laïcité, être plus strict là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, ça va permettre de nous rapprocher de cette société française qui est de culture musulmane ou qui est musulmane, ou au contraire, est-ce que ça va nous en éloigner parce que c'est vécu parfois comme un principe qui différencie, qui éloigne, qui exclut les filles voilées par exemple de l'école, etc. Sophie Bessis. Moi je crois qu'il y a une question de double langage. Vous ne pouvez pas parler de laïcité et sacraliser la laïcité en France, alors que, comme je le disais tout à l'heure, on assiste depuis une trentaine d'années à une confessionnalisation totale des discours. Aujourd'hui, le discours public et politique français parle des chrétiens, des juifs, des musulmans. Comment voulez-vous faire advenir une sensibilité laïque quand on divise la population d'un pays entre chrétiens, reconnaît en même temps les juifs religions. et La laïcité, musulmans. c'est pas ne Il pas avait un reconnaître. titre d'un grand quotidien du soir, il n'y a pas très longtemps, les Juifs de France tentés par le départ. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? C'est-à-dire, ce ne sont pas des Français juifs tentés par l'exil, mais les Juifs de France tentés par le départ. Il y a peut-être un mouvement centrifuge, c'est pas le sujet du débat, mais il y a peut-être un mouvement centrifuge. Non, parce que c'est la même chose en fait. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des lunettes confessionnelles qui interdisent de penser la possibilité d'une laïcité ailleurs dans le monde arabe, par exemple. Et si